Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Je suis Aydin, UX designer. Cette session est une introduction à l'UX design pensée pour clarifier ce qu'on recouvre réellement l'UX au-delà de l'aspect visuel des écrans. L'objectif n'est pas d'entrer dans un niveau expert, mais de poser un cadre commun, comprendre comment l'UX s'intègre dans une démarche agile. Quels sont les livrables clés que vous pouvez rencontrer dans vos projets et comment ils s'enchaînent. On parlera aussi des tests utilisateurs, non pas comme une option, mais comme un moyen simple d'apprendre tôt et d'éviter les erreurs coûteuses plus tard. Euh, L'idée est que vous repartiez avec quelques principes et réflexes concrets applicables dès demain dans vos projets, même sans équipe UX dédiée. Euh, alors, l'objectif de cette session est de clarifier ce qui est réellement UX. Au-delà de l'aspect visuel, on va parcourir la démarche UX agile, découvrir les livrables, les clés, comme la user story, le wireframe et le prototype, et comprendre quand tester et pourquoi. L'idée est surtout de vous donner des réflexes simples pour éviter les erreurs UX les plus courants et améliorer concrètement vos projets. Alors, qu'est-ce qu'est l'UX? Quand on parle d'UX, on parle de l'expérience globale vécue par l'utilisateur et pas simplement de ce qu'on voit à l'écran. L'UX englobe toutes les interactions qu'une personne a avec un produit ou un service avant l'utilisation, pendant son utilisation et même après. Cela inclut, par exemple, la facilité à comprendre une interface, la clarté des messages, la gestion des erreurs ou encore le sentiment de confiance. L'objectif de l'UX est donc assez simple, permettre à l'utilisateur de faire ce qu'il veut faire facilement, sans effort inutile et avec une expérience satisfaisante. Une bonne UX n'est pas forcément visible, mais elle se ressent. Quand tout fonctionne de manière fluide et logique, l'utilisateur n'y pense même plus. Il avance naturellement dans son parcours. Et UX et UI, ils sont complémentaires mais différents. UI, c'est ce qu'on voit, comme les couleurs, les boutons, les typos, alors que UX, c'est ce qu'on vit. Et la compréhension, l'effort, la confiance. Et une UI élégante peut donner une mauvaise expérience si le parcours est confus, les messages ambigus ou les erreurs mal gérées. UX et UI, c'est complète. L'une garantit que le produit marche pour l'humain, l'autre lui donne sa peau. Pourquoi l'UX est crucial? Quand on parle d'UX, on ne parle pas uniquement de confort ou de joli design. On parle d'efficacité collective. D'abord, la satisfaction et la confiance. Une interface claire, cohérente et prévisible donne confiance à l'utilisateur. Et il a le sentiment de comprendre ce qui se passe et de garder le contrôle. À l'inverse, une expérience confuse génère de doutes. Est-ce que j'ai fait la bonne action? Est-ce que le système a compris? Et ces doutes fragilisent la crédibilité du produit.
Ensuite, la réduction des erreurs. Euh, Beaucoup d'erreurs ne viennent pas des utilisateurs, mais de l'interface elle-même. Libellé ambigu, feedback insuffisant, parcours mal hiérarchisé. Une bonne UX prévoit les erreurs et les empêche quand c'est possible ou les rend faciles à corriger. Le résultat direct, c'est que moins de tickets de support, moins de rattrapage manuel, et moins de frustration côté équipe. Et troisièmement, c'est l'efficacité. Quand l'expérience est bien conçue, l'utilisateur fait ce qu'il a à faire plus vite et avec moins d'effort mental. Ça vaut pour des clients externes, mais aussi pour des outils internes. Vous gagnez quelques séquences sur une tâche répétée pour présenter des heures économisées à l'échelle d'une équipe ou d'une année. Et enfin, la valeur métier. Une bonne UX évite les refontes tardives, les développements inutiles et les fonctionnalités pour utiliser. Tester tôt et simplifier permet de sécuriser les investissements et aussi de livrer des produits réellement adoptés. À ce titre, l'UX n'est pas un coût supplémentaire, c'est un levier stratégique pour délivrer la bonne valeur au bon moment. Alors, le processus design thinking ou le démarche UX. Le design thinking décrit la manière dont on conçoit une expérience de façon structurée et itérative. Structurée et itérative. On commence par comprendre tout d'abord les utilisateurs dans la phase empathize. Puis on cadre le problème à résoudre dans la phase define. Ensuite, on explore plusieurs solutions possibles dans la phase ideate avant d'en matérialiser certaines sous forme de prototypes simples. Et ces prototypes sont ensuite testés avec des utilisateurs, ce qui permet d'apprendre et de corriger rapidement. L'idée clé, c'est que ce n'est pas un processus linéaire. On avance par boucles courtes, on apprend tôt et on ajuste au fur et à mesure. Plutôt que de découvrir les problèmes trop tard, une fois le produit déjà construit. La première phase de processus, empathize ou comprendre l'utilisateur, c'est dans cette phase, en fait, trop de projets démarrent par la solution. Alors que ici, on commence par comprendre. En faisant des entretiens courts avec les utilisateurs, observation des tâches, collecter le langage métier pour avoir des livrables légers, comme persona, comme carte d'empathie, et même 3 à 5 entretiens bien menés donnent des insights forts. Ensuite, dans la phase de define, pour cadrer le problème. Donc, dans cette phase, l'objectif est de transformer ce qu'on observe chez les utilisateurs et ce que l'organisation voit attendre en un problème clair à résoudre. D'abord, on identifie les problèmes utilisateurs. Il s'agit de comprendre ce qui pose difficulté dans leur expérience réelle, comme des étapes trop nombreuses, des informations peu claires, des erreurs fréquentes ou un manque de visibilité sur ce qui va se passer. L'idée n'est pas de chercher des défauts techniques, mais de répéter ce qui est de ajuster plutôt ce qui freine au bloc du point de vue de l'utilisateur. Ensuite, on clarifie les besoins métiers. Un bon cadrage UX ne se fait jamais contre le métier. On cherche à comprendre ce que l'organisation attend réellement.
Par exemple, améliorer la complétion d'un parcours, réduire les étapes euh, d'un processus ou les appels au support, accélérer un traitement ou augmenter l'adoption d'une fonctionnalité. Ce besoin métier dont le cadre et les contraintes dans lesquelles la solution devra fonctionner. Et le point clé, c'est de faire le lien entre ces deux mentions. Une bonne problématique UX, répondre à un problème utilisateur tout en servant un objectif métier. C'est ces liens qui permettent d'éviter des solutions intéressantes du point de vue design, mais inefficaces ou inutiles pour le business. Dans la phase ideate, pour explorer et puis converger. Alors, une fois le problème est bien défini, on entre dans la phase ideate. Cette étape sert à explorer des solutions, pas à trouver immédiatement la bonne. On commence par diverger. Cela signifie produire plusieurs idées, même imparfaites ou partielles, pour éviter de se bloquer trop tôt. Se bloquer trop tôt sur une seule option. Cette diversité est importante car la première idée qui vient à l'esprit est souvent la plus évidente, mais pas toujours la plus efficace. Ensuite, on passe à la phase de convergence. L'objectif ici n'est pas de garder toutes les idées, mais d'en sélectionner quelques-unes. En général, 3 à 5 pistes qui méritent d'être testées. Pour choisir ces pistes, on s'appuie sur des critères simples et partagés par toute l'équipe. Par exemple, est-ce que la solution est compréhensible pour l'utilisateur ou demande-t-elle beaucoup d'efforts ou de formation ou présente-t-elle un risque d'erreur élevé? Ces critères permettent de discuter sur des bases objectives plutôt que sur des préférences personnelles. Et à la fin de cette étape, on ne choisit pas encore la solution finale. On choisit ce qui sera prototypé et testé pour laisser l'utilisateur trancher. Dans la phase de prototype, cette phase consiste à rendre une idée concrète. L'objectif n'est pas de faire une version finale, mais de matérialiser une hypothèse de solution pour pouvoir en discuter et la tester. Le prototype permet de visualiser le parcours et les interactions clés sans entrer dans le détail technique à cet stade. Et un wireframe ou une maquette simple peut suffire pour le faire. C'est que je vais vous expliquer plus tard. L'intérêt principal, c'est de tester sans investir lourdement et d'apprendre avant de développer. Plus on détecte tôt les incompréhensions aux erreurs de logique, moins de corrections seront coûteuses pour la suite. Et la phase de test pour valider et apprendre. Donc, dans cette phase, dans le design thinking, la phase de test n'est pas un contrôle final. C'est un outil d'apprentissage. L'objectif n'est pas de valider la solution, que la solution est parfaite, mais de comprendre comment les utilisateurs réagissent. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on leur propose? Est-ce qu'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent faire?
ou ils hésitent, ou ils se trompent, ou ils abandonnent. On teste généralement des prototypes pour se concentrer sur la logique du parcours, les libellés, les priorités, et les retours de système. Et le test sert à relever les écarts entre ce que l'équipe de design pensait et ce que l'utilisateur fait réellement. Ce qui est clé, c'est la temporalité. On teste tôt avec peu de moyens, puis on itère. Chaque test alimente la boucle prototype test iterate. On ne cherche pas à convaincre, mais à apprendre rapidement afin d'améliorer la solution avant d'investir avantage en design ou en développement. Dit autrement, dans le design thinking, tester, c'est apprendre. Apprendre quoi garder, quoi changer et quoi abandonner. Euh, alors, c'est dans la dernière phase, la phase d'iterate, pour améliorer en continu, qui vient après la phase de test. Dans cette étape, donc, qui est souvent mal compris, ce qui est itéré ne veut pas dire peaufiner les détails, mais prendre des décisions à partir de ce qu'on a observé. À ce moment-là, l'équipe analyse les enseignements clés du test et ce que les utilisateurs ont compris spontanément, là où ils ont hésité ou les erreurs ils ont répétées, en fait. Les signaux guident les choix de conception, comme quoi simplifier, quoi clarifier, et parfois quoi retirer complètement. L'itération implique une posture particulière, n'est pas défendre une solution, mais accepter qu'elle soit temporaire. Dans le design thinking, chaque version est une hypothèse. On ajuste et on reprototype. Puis on reteste rapidement. Ces fonctionnements en cycle court, permet de progresser sans attendre une version finale. On améliore la solution pas à pas, en réduisant progressivement l'écart entre l'intention de l'équipe et l'expérience réelle vécue par l'utilisateur. Donc, pour faire mon synthèse dans cette slide, et en résumé de l'état d'esprit UX, indépendamment des outils ou des méthodes. C'est centré utilisateur. Ça veut dire partir des objectifs réels des utilisateurs, pas d'organisation interne, du jargon métier ou des contraintes techniques seules. Une bonne question UX, ce n'est pas quelle fonctionnalité ajouter, mais c'est plutôt qu'est-ce que l'utilisateur essaye réellement de faire à ce moment-là. Deuxièmement, c'est simplicité, la cohérence. Ça ne veut pas dire simpliste ou pauvre. Ça veut dire plutôt réduire l'effort mental, limiter les choix inutiles, utiliser un vocabulaire compréhensible, garder les comportements constants à travers les écrans. Quand une expérience est cohérente, l'utilisateur apprend une fois et réutilise cette compréhension partout. Et enfin, tester et itératif. Aucun produit ne sort parfait du premier coup. L'UX ne fonctionne comme
L'UX fonctionne comme une boucle d'apprentissage. On fait une hypothèse, on la confronte à la réalité et on corrige. Tester tôt permet d'éviter des longues discussions théoriques et surtout des corrections coûteuses en fin de projet. Si on devait résumer, une bonne UX ne repose pas sur l'intention, le bon goût, mais sur l'observation, la clarté et l'ajustement continu. Ce sont des principes applicables à tous les produits, pas seulement les interfaces. Alors, j'ai besoin utilisateur au produit final. Avant d'entrer dans le détail des livrables UX, je voudrais montrer comment ils s'enchaînent. On commence par le besoin. Ce besoin est exprimé sous forme de user story. Ça dépend de la question. Qu'est-ce que l'utilisateur veut faire et pourquoi? Ensuite, on définit le parcours avec le user flow. Quelle étape l'utilisateur va suivre pour atteindre son objectif? À partir de ces parcours, on structure les écrans avec les wireframes, puis on applique le design visuel avec les maquettes UI. Ces écrans deviennent ensuite un prototype qui permet de simuler l'expérience réelle et la tester. Et seulement à la fin, quand tout a été clarifié et validé, on arrive au produit développé. L'outil principal qu'aujourd'hui beaucoup des entreprises utilisent pour euh, le design, c'est le Figma. Il est aujourd'hui l'outil central de conception UX/UI dans de nombreuses équipes produits. Il permet de concevoir toutes les étapes de design, depuis les wireframes jusqu'à maquette UI au prototype interface. Son point fort, c'est la collaboration en temps réel. UX, UI, produits, développeurs peuvent travailler et commenter au même endroit sans échange de fichiers. Figma devient aussi un support commun pour discuter des parcours, des choix de design et des critères d'implémentation tout au long du projet. Qu'est-ce que c'est un user story? Donc, pour commencer dans la phase de conception, on commence toujours par une user story qui sert à exprimer un besoin du point de vue de l'utilisateur. Elle ne décrit pas une solution technique ou un écran, mais c'est que l'utilisateur veut accomplir et pourquoi. Une formulation classique est en tant qu'utilisateur, je veux cet objectif afin de cet bénéfice. Par exemple, en tant qu'utilisateur, je veux finaliser mon inscription rapidement afin d'accélérer au service sans aide. La user story permet d'aligner UX, métier et développeur autour du même objectif. Elle sert du point de départ de design aux critères d'acceptation et au développement. Ensuite, la user flow. Le user flow décrit le chemin que l'utilisateur va suivre pour atteindre son objectif. Il montre les étapes, les choix possibles, les points de blocage ou les chemins alternatifs. C'est une vue logique et séquentielle, indépendante du design graphique.
Le user flow est très utile pour vérifier que le parcours est simple, cohérent et complet avant de passer à la conception des écrans. Il évite de concevoir du beaux écrans pour un parcours mal pensé. Et une fois qu'on a notre user flow, on peut commencer à concevoir des wireframes. Le wireframe est une représentation simple de l'écran. Il sert à définir quoi va où. Contenu, zone, priorité, action. Il n'y a généralement ni couleur ni typographie finale. Le but, c'est pas d'être joli, mais d'être clair et lisible. Le wireframe permet de discuter très tôt des structures et d'ergonomie sans parasitage visuel. C'est un outil efficace pour aligner rapidement les équipes. Et ensuite, les maquettes UI. Le maquette UI correspond à la version visuelle de l'écran. On y retrouve les couleurs, la typographie, les icônes, les composants graphiques. Elle s'appuie sur le wireframe en y ajoutant la couche visuelle et émotionnelle. La maquette UI permet de vérifier la lisibilité, la cohérence avec la marque. C'est ici que la marque rentre dans le jeu. Et l'identité visuelle. Et la perception globale de l'interface avant le développement. Et ensuite, prototype, pour simuler l'expérience. Le prototype relie les écrans entre eux pour simuler l'expérience réelle. Vous voyez ça, c'est l'environnement de Figma où avec ces flèches, les écrans ont été connectés. Il permet de cliquer, de naviguer et de tester la logique de parcours sans développement. Le prototype est essentiel pour les tests utilisateurs, quand ils donnent quelque chose de tangible à manipuler. Et il sert à apprendre et décider avant d'investir dans le code. Et on passe au chapitre des principaux types de tests utilisateurs. Donc, comme je vous ai expliqué, le test utilisateur fait partie de démarches UX et de design thinking. Et ici, je vous explique les 4 types de tests utilisateurs les plus importants. Alors, tous les tests utilisateurs ne servent pas le même objectif. Il n'existe pas un bon test universel pour tous les produits, mais des types de tests adaptés à des questions différentes. Certains tests servent à comprendre ce qui bloque, d'autres à comparer deux solutions, et d'autres encore à mesurer l'impact à grande échelle. L'important n'est pas de tout tester, mais de choisir le bon type de test au bon moment du projet. Alors, le premier type de test, c'est le test d'utilisabilité. Le test d'utilisabilité est le test UX le plus courant. Il consiste à observer des utilisateurs réels, réaliser des tâches concrètes sur un prototype ou un produit existant. L'objectif n'est pas de mesurer les chiffres, mais de voir où ça bloque. Hésitation, erreur,
contournement ou incompréhension. Euh, Quelques utilisateurs suffisent pour détecter des problèmes majeurs, euh, surtout en amont. Normalement, 5 utilisateurs, c'est suffisant pour relever 80% des problèmes d'un parcours, par exemple. C'est un test très efficace pour améliorer un parcours avant le développement ou mise en production. Le deuxième type du test, c'est test AB, ou comparaison. Le test AB sert à comparer deux versions d'une même solution. Par exemple, deux libellés, deux emplacements du bouton ou deux parcours. On ne cherche pas ici à comprendre pourquoi, mais à savoir quelle version fonctionne le mieux sur un indicateur précis, comme le taux de clic ou de complétion. C'est un test très utile en production quand on a suffisamment de volume pour prendre une décision basée sur les données. Et le prochain type de test, c'est test quantitatif pour mesurer à grande échelle. Le test quantitatif permet de mesurer l'expérience utilisateur à grande échelle. On analyse des données comme le taux de réussite, le taux d'erreur, le temps passé ou les abandonne. Ces tests ne remplacent pas l'observation qualitative, mais la complète. Quand le qualitatif explique pourquoi, alors que le quantitatif montre à quel point à grande échelle. Et ça nous donne des chiffres. OK. Là, j'ai inclus une slide Est-ce qu'on peut, pour... désolé, est-ce qu'on peut revenir sur le test quantitatif? J'ai pas compris. Tu peux nous donner un exemple, s'il te plaît? Alors, test quantitatif. Je peux aller en arrière. Test quantitatif. En gros, le test quantitatif, c'est pour avoir des chiffres. Par exemple, on a un parcours. Le parcours, on va dire la déclaration de sinistre. OK? D'accord. Dans ce parcours, si on fait un test d'utilisabilité, ça sera pour comprendre où est-ce que les utilisateurs ont du mal, par exemple, à trouver certaines informations ou est-ce qu'ils ont hésité sur quel bouton cliquer pour les observer et pour mieux répondre à ces besoins et les corriger. Alors que pour Est-ce qu'on peut parler de test ergonomique quelque part? euh, ergonomique, oui, il y a Ouais, l'ergonomie c'est ça, dedans hein. aussi. D'accord. Ouais, Ok, bien d'accord. sûr. Ouais. Et quantitatif, alors, qu'est-ce qu'on mesure? Alors que pour les tests quantitatifs, on teste le même parcours, mais avec un nombre beaucoup plus élevé des utilisateurs. Par exemple, on peut dire qualitatif 5, alors que quantitatif minimum 50. Et ça, c'est pour voir, par exemple, combien des utilisateurs, combien % des utilisateurs ont eu du mal à trouver le CTA, par exemple. D'accord. Et ça va nous donner une vision complémentaire de tests qualitatifs pour pouvoir prendre de meilleures décisions. D'accord. C'est une fois qu'on a mis en production, on va continuer à tester et voir. C'est ça, hein? Et tout ça, c'est avant la production. C'est Donc avant la là, on est production en quand train même. de, ouais, c'est avant le développement. Tout ça, D'accord. c'est là, c'est qu'on teste un prototype. Et ce prototype, il a pas été développé. Justement, on le teste pour comprendre si il y a des erreurs ou il y a des choses à améliorer.
pour retrouver des axes d'amélioration avant commencer l'étape, la Hmm. phase de Mais, développement. mais comment on fait pour mesurer les erreurs ou ce type de choses si c'est pas en production, si derrière il n'y a pas le code ou en tout cas le métier qui s'exécute? Quand on fait les tests, euh, il y a un facilitateur. Ça dépend de type de test, si c'est modéré ou pas modéré. Mais si c'est modéré, il y a un facilitateur qui accompagne l'utilisateur en lui demandant des tâches euh, et en même temps, il observe pour voir son comportement, ses émotions et en lui demandant de penser à haute voix et s'exprimer et en lui posant des questions ouvertes. Comme ça, on peut D'accord, analyser le résultat de ces tests euh, et comprendre quoi faire pour améliorer ces produits avant d'accord. la phase de développement, pour réduire le coût. Même dans des phases à grande échelle où il y a quand même une cinquantaine de personnes à tester. Même dans ce cas-là, on fait ce genre de choses. En ce cas-là, il n'y a pas forcément besoin d'observer l'utilisateur, Hmm. mais plutôt euh, parce que ça va nous donner des chiffres, genre X utilisateurs euh, ont resté sur cet écran pendant 15 secondes parce qu'ils hésitaient où cliquer. Et par exemple 15 utilisateurs sur 30 et ils ont eu cette hésitation, ça veut dire que le bouton, le CTA est mal placé dans l'écran. Hmm, d'accord. Donc à partir de ces chiffres qui nous aident pour faire une analyse, on peut faire des corrections, toujours avant le développement. D'accord. Hmm. Euh, ok, et on était Merci, merci. là. Bah, plaisir. Euh, alors, ici, dans cette slide, je voulais vous parler un peu de comment les différents rôles travaillent ensemble dans un contexte agile. Métier, UX, UI et tech pour les développeurs. En mode agile, l'UX fonctionne quand chaque rôle joue sa partition au bon moment. Le métier ou le product owner définit la valeur et priorise. Par exemple, pourquoi on fait cette fonctionnalité et quel impact on attend. Alors que l'UX apporte la compréhension des usages, structure le parcours et valide les hypothèses par des tests. UI designer garantit la cohérence visuelle et comportementale via des composants et d'un design système partagé. Et à la fin, l'équipe de tech, back, front, QA, DevOps, il implémente et sécurise la qualité jusqu'à la mise en production. Comment UX, UI et Dev travaillent ensemble? UX UI et le développement ne sont pas des étapes successives, mais des rôles qui collaborent en continu. L'UX définit la logique de parcours et valide les hypothèses par test, alors que l'UI transforme ces logiques en interfaces cohérentes et réutilisables via un design system. Donc, les développeurs, après, implémentent les intentions dans le code, tout en garantissant la qualité et la faisabilité technique. Plus ces rôles travaillent tôt ensemble, moins il y a de rework, du malentendu et de UX ajouté après.
Donc, c'est vraiment conseillé de commencer à travailler ensemble dès la première des phases des projets. Quelques lois utiles. Ces lois UX sont des repères simples pour comprendre comment les utilisateurs décident, agissent et comprendre. La loi de Hick nous dit que trop de choix ralentissent la décision. En pratique, on regroupe les options et on met en avant un choix principal. La loi FIT rappelle qu'une action doit être facile à atteindre. Un bouton important doit être grand et proche, surtout sur mobile. Enfin, la charge cognitive montre que trop d'informations compliquent la compréhension. Une bonne hiérarchie visuelle et des feedbacks clairs permettent de guider l'utilisateur sans effort. En résumé, un bon design vise toujours à réduire l'effort, pas à ajouter des options. Et ici, on voit un exemple. On voit un exemple avant et après UX. Alors, on voit un exemple typique de ce qu'on appelle un écran fonctionnel, mais pas forcément utilisable. Dans cette version, avant UX, la connexion et la création de comptes sont proposées sur le même écran. D'un point de vue système, ça peut sembler logique, mais du point de vue utilisateur, cela pose un problème majeur. Deux intentions différentes sont traitées comme s'ils étaient équivalentes. Ici, l'utilisateur doit d'abord lire, puis interpréter, puis comprendre ce qu'il est censé faire. Est-ce qu'il doit remplir ces champs pour se connecter ou pour créer un compte? Quelle est la différence entre les deux boutons? C'est pas très clair. En UX, on appelle celle-là une charge cognitive inutile. L'utilisateur doit prendre une décision avant même de comprendre le parcours. Ce n'est pas un problème de design visuel, mais de logique et d'interaction. Et comme résultat, il y aura l'hésitation, erreur de clic ou abandon. Ces types d'écran créent de la friction. Exactement à l'endroit où l'expérience devrait être la plus simple. Le premier contact, c'est qui est le premier contact avec le produit. Et ici, j'ai mis les termes UX la plus utilisés. L'objectif n'est pas de tous les maîtriser, mais de parler de même langage. Ce mot revient souvent dans les projets produits et agiles, comme user experience, user interface, user story, user flow, wireframe, prototype, design system. Et merci beaucoup pour votre écoute, votre présence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Dean, merci beaucoup. On peut juste revenir sur l'écran précédent. Il y a un terme que je ne connaissais pas pour ma part. Wireframe, qu'est-ce que c'est? Wireframe, c'est ce que j'ai expliqué ici. Donc, wireframe, c'est la structure, en gros, c'est la structure d'un écran. Ça peut être écran desktop ou mobile. D'accord. Et ici, l'objectif, c'est pas de rentrer dans les détails visuels comme les couleurs, les typographies, mais c'est plutôt comprendre où on met quoi. Les zonings, par exemple. Où est-ce on met
les boutons principaux, où est-ce que l'utilisateur doit voir le menu. Et aussi le parcours avant avant de lui ajouter le côté visuel UI en utilisant le design system. D'accord. Ouais. C'est ce qui va servir de canevas à tout le site, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça. Et c'est qu'on D'accord. peut aussi tester. Genre, il n'y a pas besoin de toujours avoir de maquettes pixel perfect pour tester un produit ou un parcours. On Mhm. peut déjà commencer à le tester en faisant un prototype avec le wireframe comme ça. Mhm, c'est vrai. Et que, D'accord. ouais. Hmm. Question? Peut-être une question sur les outils. Tu parlais de Figma, donc ça c'est super intéressant. Sur la partie Ouais. test, que ce soit qualitatif, quantitatif, on utilise quoi comme outil? Est-ce que c'est Figma? Est-ce que c'est d'autres outils? C'est quoi? Alors oui, le proto, on le fait toujours avec Figma. Il y a d'autres outils pour faire un prototype qui sont plus élaborés, Figma, c'est le mais leader, hein, si j'ai bien compris, Edina. c'est le leader, oui. C'est le D'accord. leader depuis quelques années, racheté par en 2021 ou 2022, acheté par Adobe. D'accord. Euh, et à côté de ça, il y a InDesign, c'est l'appli de Adobe, original d'Adobe, pour conception UX UI. Et il y a aussi un autre qui est connu, il s'appelle Sketch. Mais aujourd'hui, Figma, c'est le plus utilisé, notamment dans des grandes structures, des grandes entreprises. Et dans le Figma, on peut faire les étapes de user flow, user story, pardon, user flow, wireframe, les maquettes UI, haute fidélité et le prototype. D'accord. Euh, c'est un espace collaboratif où l'UX designer et UI designer peuvent se communiquer, laisser des commentaires. Euh, et en plus, aussi, les devs, les développeurs, ils peuvent consulter les écrans et pour se faire aider euh, au niveau de code. D'accord. Et au niveau test, tout ça, donc il y a des outils où c'est vraiment des choses qui sont faites de manière manuelle avec de l'Excel, tout ça. Est-ce qu'il y a des outils associés? Hmm. Non, le test, c'est toujours, on le fait dans l'environnement de Figma. Donc, une fois Mhm. que je vais essayer de le trouver, comme tu vois ici, tu vois les flèches, Mhm. c'est chacun, c'est un écran. Et ces écrans-là, ils sont connectés l'un l'autre, euh, où on voit les flèches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cliquant, par exemple, sur ces boutons-là, ce qui va se passer, c'est ici. L'utilisateur arrive ici. Et une fois que ce menu est ouvert, on voit pas très bien. Mhm. Une fois que ce menu est ouvert, on clique et on arrive ici. Donc ça donne un parcours à la fin pour, par exemple, déclarer son sinistre, par exemple. D'accord. Donc ça fait plusieurs. Oups. Euh, c'est les wireframes qui sont devenus des écrans et c'est des écrans qui sont devenus un prototype. Et ça, on le teste dans l'environnement de Figma. Il nous génère un lien, on l'envoie ça à l'utilisateur si c'est en remote. Et il y a un scénario préécrit, déjà écrit, et on lui donne des tâches, on lui demande d'avancer dans ce scénario et
faire ses tâches. Et on observe comment il le fait. Donc, D'accord. c'est dans le film. Il n'y a pas de code encore ici. Qui écrit le scénario de test? C'est le product owner ou c'est toujours l'UX, UI des designers? C'est l'UX designer. D'accord. Ouais. Non, UI designer, il rentre pas dans, il s'intéresse plutôt au côté visuel et tout ce qui D'accord. est la création des composants, par exemple, à quoi doit un bouton dans notre application ressembler. D'accord. Et quelles sont les couleurs utilisées dans notre Mm. application. Genre, D'accord. s'il y a un message d'erreur, quelle couleur lui donner? C'est plutôt ça son travail, son rôle. Son travail. Et Mm. quels sont ses livrables? Il fournit quoi? Il fournit du code HTML, des codes couleurs. Qu'est-ce qu'il fournit aux développeurs ou aux product owners? Il y a un design system. Un design system, c'est un ensemble de composants qu'on utilise pour la conception d'un écran, comme ça. Et ce design system est particulier à l'entreprise car il y a l'identité visuelle de l'entreprise dedans. Par exemple, avec ses couleurs, les couleurs propres aux entreprises. Et derrière ces côtés visuels, il y a des tokens, il y a des variables. C'est que les développeurs, côté code, pour utiliser euh, pour avoir des écrans euh, dans le Figma et le produit vrai qui fonctionne, qui correspondent. Donc, ils sont le côté visuel et le côté code. Au fond, ils sont liés avec des tokens aux variables. Ce qui est assez récente, une démarche assez récente de création de design system et collaboration de côté design et développement. Je sais pas si c'est clair la réponse. J'ai pas compris, à vrai dire, pour être honnête avec toi, Adeline. C'est Ouais. ma question, imaginons par exemple le développeur a besoin d'une interface, lorsqu'on Ouais. clique sur le bouton, il faut lancer, je sais pas, un web service, une API, quoi que ce soit. Comment les deux collaborent? Qui fournit quoi à qui? Mhm. OK. Comment ils collaborent? On collabore dans Figma. D'accord. C'est que les développeurs ont accès à ces fichiers Figma. Les UX designers, les UI designers, les gens côté métier, ils ont tous, les PO, ils ont tous accès à ces fichiers. Ils peuvent, avec le droit de view, ils peuvent tout visualiser et laisser des commentaires. Ils peuvent cliquer sur un bouton, sur un texte pour avoir le code toujours dans l'environnement de Figma en HTML et en CSS. Donc, D'accord. il y a une partie code dans ces logiciels aussi. Ce qui est pas complète, mais c'est toujours un aide pour le développement. Donc, cet espace, euh, tous ces rôles peuvent en servir. C'est clair? D'accord. C'est clair. Hein. Et si le développeur, par exemple, imaginons, il a besoin de... on est d'accord que c'est un outil Figma, ce que vous fournissez, c'est un outil agnostique, c'est totalement indépendant du langage de développement du développeur, hein, qu'il fasse de Ouais, l'Angular, du React, du JS, ouais. c'est totalement d'accord. Ok. Imaginons le gars, il fait de l'Angular, il va, ou du React, il va télécharger le design, c'est ça c'est comme ça qu'il procède? Euh, Il veut importer toute la partie visuelle. Comment il fait? Déjà, on pourrait le faire dans le format différent, mais ça, c'est pas le but. Mais comme je te disais, la base de ça, c'est le design system. Design system, j'ai pas d'exemple de montrer. Le design system où il y a par exemple, les menus
comment il est le menu en état collapsed, comment il est en état expanded. Et il y a tous les boutons. Par exemple, le bouton sans icône, le bouton Hmm. sans libellé, Hmm. le bouton primary, bouton secondary. Euh, comment il devient le bouton quand il est disabled. Ça, c'est tout décidé dans le design system. D'accord. Les designers, ils les utilisent, les développeurs aussi, parce que euh, nous, en tant que designers, on s'intéresse au côté visuel, mais les développeurs s'intéressent au code, et les deux sont dans le design system. D'accord. Ouais. D'accord. Les deux sont présents dans le design system. Ça, pour éviter des incohérences, par exemple. Une fois qu'on a un design system, tous les parcours, tous les produits vont l'utiliser et au niveau visuel, l'utilisateur, il voit toujours le même identité. Ça, D'accord. c'est le côté design, ouais. Hmm. Et derrière ça, il y a le code qui a été mis dans le design system par des tokens ou des variables. Par D'accord. exemple, un token ou un variable, c'est quoi? C'est la taille de la police, par exemple. Ou c'est un arrondi dans un shape. Ça, c'est un variable. C'est le plus petit, c'est l'élément le plus petit de design system. Un D'accord. variable, c'est un atome ou un composant. Ces composants cet atome crée une molécule, ce qui est un composant plus complexe. Ça crée après, on peut avoir des samples ou des templates qu'on peut utiliser pour créer une interface, un écran comme ça. Et derrière, tous sont liés. Faut pas faire tout et n'importe quoi, si tu veux, simplement. Il faut respecter les choix, ce qui a été décidé dans le design system. Pour ma part, c'est très clair, Edine, hein. Merci, merci. Moi, Je Edine, t'en j'avais prie. une question. Bonjour et merci déjà pour ta Bonjour, clarté. avec plaisir. Comment on mesure l'efficacité? Alors, parce que je crois comprendre que on essaie de voilà de rendre les fonctionnalités agréables pour l'utilisateur. Euh, voilà, comment on mesure l'efficacité de l'UX? En faisant Est-ce que des ça, pardon, tests. est-ce que ça se mesure déjà? Voilà, parce que Mm. j'imagine que on doit avoir des éléments qui permettent de dire si ce qu'on a mis en place est efficient ou pas. Donc, est-ce que ça se mesure et si oui, comment? Oui. Alors, pour mesurer l'efficacité, un bon type de test, c'est le test quanti. Le test quanti, c'est, là, on a par exemple un prototype, des écrans qui sont liés comme ça. On envoie le lien à l'utilisateur et on lui demande de faire une tâche, d'aller de point A au point B. Et pour, par exemple, si notre hypothèse, c'était que l'utilisateur, pour faire ses parcours, a besoin de 30 secondes, ça, c'était l'hypothèse. Mais le résultat des tests montre que, au lieu de 30 secondes, ils ont mis, genre, la plupart des utilisateurs ont mis plutôt 1 minute ou 1 minute 10. Donc là, en analysant ça, on comprend qu'il y a un manque d'efficacité et que notre hypothèse ne correspond pas à ce que les utilisateurs réellement ont expérimenté en interagissant avec ces produits ou ces prototypes. Euh, on voit où est-ce que ils ont eu du mal ou d'hésitation pour avancer. Qu'est-ce qu'ils ont mal compris? Pourquoi ça leur a pris autant de temps? Et une fois qu'on comprend ça, c'est ce qu'on appelle l'insight. En fonction de cet insight, on propose des améliorations. C'est des recommandations pour améliorer l'UX ou lui de ces produits ou de ces prototypes pour augmenter justement l'efficacité. Parce que
justement, c'était pas efficace comme on avait imaginé. Alors là, l'exemple que tu donnes, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de très mesurable. C'est le temps de remplissage d'un formulaire. Mais imaginons que je Mm. suis sur un site de commerce et que je veux voilà, mesurer ce côté agréable d'achat de produits, choses comme ça. Là, j'ai envie de dire, ça me paraît difficile de tester en amont des choses ou d'être sûr que ce qu'on a prévu de faire soit efficient. Donc, c'est dans ce sens-là, comment on peut mesurer ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des outils Ah, qui permettent de dire que, il y a 1000 utilisateurs qui ont été sur le site et on mesure, je ne sais pas, un temps de page, un nombre d'achats, voilà. Est-ce qu'il y a des éléments, on va dire, qui permettent de mesurer et de pousser à cette amélioration continue, c'est-à-dire revoir certaines choses, améliorer cette expérience UX? oui, alors pour ça, il y a des outils analytiques comme par exemple Google Analytics, où on peut voir, détecter dans des heat maps, par exemple, où les utilisateurs ont cliqué le plus, ou est-ce que ça correspond à ce qu'on avait imaginé. Et c'est le nombre de clics, ou dans quel écran ils ont passé plus de temps. Ça, en utilisant ces genres d'outils, on peut arriver aux insights sur ce sujet aussi. Mais pour ça, il faut que le produit ou le prototype soit développé et fonctionnel déjà. Euh, voilà. Ou sinon, avant cette étape, en faisant des tests quali et en posant des questions ouvertes aux utilisateurs pour mieux comprendre l'efficacité, par exemple, pour observer si, pour demander il détecte bien où ils sont les boutons. Mais ça, tout ça, ça reste le côté design. Tout ce qui est le côté métier, c'est à décider aussi avec les product managers et le côté business aussi. Merci, c'est très clair. Si. D'autres questions? A priori, non. Hmm. Euh, ok, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie encore, votre écoute, votre présence. Merci beaucoup, Et Idine. avec plaisir. Je me permets de rappeler que la présentation a été enregistrée et qu'elle sera disponible sur notre page YouTube pour celles et ceux Hmm. qui souhaitent voir le replay. Et merci encore pour cette belle présentation. Merci. Merci à toi. Super. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.